t'entends pas. Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire RSE. Nous sommes ravis de passer cette heure avec vous. Désolé pour le petit retard, nous avons eu un souci de technique. Pour les participants psycheurs, notamment Farah qui nous entend, vous pouvez cliquer sur le bouton participer, nous rejoindre avec les psycheurs sur scène à tout moment. Alors, pour parler des hackathons Women for Tech, je ne suis pas tout seul, je suis entouré d'experts qui ont participé à ces journées de hackathon qui se déroulent avec Orange sur toute la France, en plusieurs villes-étapes en France. Et pour démarrer, on va faire un petit tour de micro avec nos experts. Donc, on va commencer avec Magali. Magali, Oui. tu te présentes? Non, Donc, tu te présentes. voilà. Donc, je suis dans mon entreprise qui s'appelle Héliotrope, qui est une entreprise de services en informatique qui agit actuellement pour les coopératives citoyennes de production d'énergie renouvelable. Et nous aidons à développer leur capacité de production. Et pour cela, nous voulons les aider à organiser des marchés locaux de l'électricité pour consommer en circuit court. Non, je te coupe, Magali. C'est juste te présenter rapidement. On reviendra sur ton projet en détail, mais faire le tour des intervenants. Ben voilà, c'est tout. C'est tout. Et en fait, tu as quand même participé au dernier hackathon. Et il y a oui, voilà. J'ai participé au premier, le 8 mars, à Arcueil, dans les locaux d'Orange. Et voilà, j'étais très contente de cette participation. Merci Magali. On revient vers toi juste après. Hi, Julia. Julia, can you hear us? Yes. Can you present you and your colleague, please? Yes, of course. So my name is Julia, my colleague Andre, and we study at the ISEP in Paris. And we participated in the last hackathon, and we presented our cybersecurity project because we specialize in cybersecurity department. So we are working on an intrusion detection system. Okay. Donc, si je fais la traduction, je ne sais pas si tout le monde parle anglais ou pas, mais donc Julia et puis André sont étudiants tous les deux à l'ISEP, donc une école d'ingénieurs sur Paris, et ils travaillent sur la cybersécurité. Donc, ils ont fait un projet dans ce sens-là. David, si tu veux te présenter. Oui, bonjour. David Orzek, je suis directeur des relations avec les collectivités locales au sein d'Orange et je m'occupe plus précisément du Val-de-Marne, sachant que notre organisation est bien entendu prévue pour couvrir l'ensemble des territoires. Et donc, territoire par territoire, on sélectionne, on chasse, on traque l'entrepreneuriat féminin et on le challenge justement en leur proposant des différents programmes et on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Merci David. Et Emmanuel et Inès, vous êtes au Cercle Interrel, je crois, aujourd'hui. Oui, bon, moi du coup je me présente, je m'appelle Inès, je suis stagiaire d'Emmanuel dans la direction DEF RSE chez Orange et on organise des hackathons, c'est notre projet de cette année et on en organise plein. Là on est au Cercle Interrel avec plein de femmes, donc plein de femmes potentielles qui pourraient venir à nos hackathons, donc c'est génial. Et du coup, j'étais au hackathon le 8 mars avec Magali, Julia, Farah. Et on a eu 11 projets absolument géniaux qui sont sortis du hackathon. Et on espère en avoir des tas d'autres à venir. Merci Inès. Et donc, je suis Emmanuelle Temkin, je suis directrice innovation et RSE pour le B2B d'Orange en France. Et effectivement, pour nous, c'est vraiment important au niveau de la RSE d'Orange. On a énormément d'actions sur la partie environnementale, mais aussi des actions qui vont être beaucoup plus sur l'inclusion, l'égalité. Et donc, l'égalité homme-femme en est un. En tant qu'entreprise du numérique, on a beaucoup de sujets sur la féminisation des métiers, avoir plus de femmes dans la tech, avoir plus de femmes dans le numérique, en interne comme en externe. En interne aussi, avoir plus de femmes qui soient porteuses de projets afin d'arriver à plus de femmes à des métiers et à des postes élevés dans les entreprises, des postes de management. Donc, c'est vraiment important de faire ces hackathons Women in Tech et Hello Women. Merci Emmanuel. J'en profite pour saluer Farah qui nous a rejoint. Bonjour. Je crois que Farah, c'est la plus jeune des entrepreneurs qu'on connaisse parce que tu es au lycée, je crois, au collège. Oui,
Lycée Au Léon lycée. de Vinci en seconde. D'accord. Et du coup, tu es déjà entrepreneuse dans l'âme et tu as un projet RSE, c'est ça? Oui, un projet anti-job pour aider les personnes en situation de handicap à trouver un travail. D'accord. Ben, on va y revenir plus en détail sur ton projet et ta première journée de hackathon après, mais merci beaucoup de t'être libéré. Je sais que c'est pas facile de suivre les cours entre les grèves, Ouais, je sais. les hackathons et tout ça, mais bon, bravo. Et puis, Merci. je sais pas si tes étudiants, enfin, tes copains ou copines sont connectés parce qu'on a passé le lien. Donc voilà. Donc, j'en Ouais. profite pour remercier l'Académie Universal de cet engagement et tous les étudiants qui nous accompagnent sur les hackathons et toutes les écoles et universités qui jouent le jeu de cette démarche. Du coup, ben je reviens à Inès et Emmanuel. D'où est née cette belle idée d'un hackathon Women for Tech et comment ça prend, comment ça se passe, enfin, ça sert à quoi, enfin, un hackathon, enfin, parce que j'ai eu des gens sur les réseaux sociaux qui me disaient mais c'est quoi un hackathon, c'est quoi Women for Tech, enfin voilà, c'est quoi la démarche, d'où est née l'idée et comment ça se passe avant d'aller plus loin. Alors, bon, l'idée, alors déjà, bon, Emmanuel, comme elle l'a si bien dit tout à l'heure, en fait, il y a vraiment trop peu de femmes dans les métiers de la tech et nous, on organise donc des hackathons. Donc, un hackathon, c'est un hacking marathon, normalement, mais en fait, c'est une journée d'atelier, normalement 2, mais là, on le fait sur une journée, donc c'est speed, mais c'est très intense et c'est super. C'est une journée où on va utiliser les méthodes de startup, donc qui sont des méthodes de design thinking et de méthodes agiles pour en fait monter un projet. Donc là, cette fois-ci, Women in Tech. Donc dans l'idéal, c'est une femme qui porte un projet, soit pour ramener plus de femmes dans la tech, soit tout simplement, en fait, c'est un projet qui est construit par une femme. Donc on rentre dans Women in Tech et elle utilise la tech pour l'aider. Surtout aussi pour montrer aux femmes qu'aujourd'hui, dans n'importe quel projet qu'on veut amener ou si on veut monter une startup, on va souvent avoir besoin de la tech pour pouvoir déployer sur sa solution ou son produit. Et c'est pour aussi leur donner l'opportunité de voir la valeur ajoutée que la tech a aujourd'hui et ce qui est super importante. Et ensuite, c'est vraiment aussi pour féminiser les métiers techniques, pour avoir incité les femmes qui souhaitent se reconvertir à leur donner une opportunité. Donc, on organise vraiment ces hackathons pour en fait avoir des femmes déjà de tout âge. C'est une jeune femme comme Farah qui souhaite amener un projet très original sur la table et en fait, dès le plus jeune âge, commencer son projet, ou une femme en reconversion, ou tout simplement une femme qui a toujours voulu faire quelque chose, qui a une idée depuis 10 ans, qui n'a jamais osé et qui vient et qui se dit « Bon, aujourd'hui, je monte mon projet ». Du coup, Inès, pour bien comprendre, c'est vraiment apporter une démarche, présenter un projet, une idée, oser. Enfin, voilà, c'est une démarche un peu d'intelligence collective, en fait. Exactement, intelligence collective, on travaille en équipe de 5, donc en fait, tout le monde va enrichir le projet qui, de base, peut vraiment partir d'une idée toute simple. Ça peut partir on a quelqu'un qui a créé une poissonnerie et qui ensuite monte un business. Tout le monde a de la valeur ajoutée dans sa participation, quel que soit notre parcours, quel que soit notre âge. Donc c'est vraiment le but, en fait, c'est de monter un projet tous ensemble et en fait d'être dans une phase aussi très créative pendant la journée. On amène beaucoup d'idées sur la table. La quantité est plus importante que la qualité. On est vraiment dans une journée où on sort toutes les idées qu'on a, on les met toutes sur la table et on se dit comment est-ce qu'on peut les exploiter. Et donc, oui, c'est vraiment créativité, des projets, de l'équipe, de la bienveillance et des beaux résultats, quoi. Et de l'innovation. Du coup, Inès et Emmanuel, je me tourne un peu plus vers toi, c'est pas que du one shot, ça va permettre de consolider son projet, de faire un réseau et de poursuivre le chemin, en fait. Oui, alors la méthode du hackathon, normalement, elle s'adapte à un peu tous les projets. C'est-à-dire que ça peut être vraiment l'idée, à partir de l'idée, qu'est-ce qu'on peut faire. Le but, c'est d'avoir un prototype à la fin. Mais si on arrive déjà avec un projet tout fait, ça peut être aller à la rencontre des utilisateurs, avoir leur retour. De toute façon, ça fait partie de la méthode agile. Et quel que soit le stade du projet, avoir des retours d'utilisateurs, c'est toujours super important. Ensuite, ça peut être aussi, le projet existe, il a des utilisateurs, mais je veux passer à l'échelle. Donc, comment est-ce que je vais profiter du hackathon pour discuter de quelles sont les possibilités, justement, offertes par le numérique. Il y en a vraiment beaucoup plus que si on n'a pas de numérique. Donc, pour utiliser la tech, pour passer à l'échelle, comment est-ce qu'on peut diffuser son idée pour qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs.
Donc, c'est bon pour tous les stades de projet, je dirais. Du coup, ça permet, c'est presque un incubateur, j'ai envie de dire, où ça permet de Alors, booster un projet. C'est pas un incubateur parce que c'est vraiment au début. Et puis c'est vraiment en plus un temps assez défini. Donc, un incubateur, normalement, va suivre les projets pendant un certain temps, alors que là, on va être pendant juste une journée. En revanche, il y a des lots, et donc il y a des lots d'incubation. Donc, il y a des lots dans des corpo-working, et des lots aussi pour mettre en visibilité les projets. Donc là, on va avoir des places pour pitcher à Vivatech, qui aura lieu le 16 juin. Donc, l'incubateur peut être une étape d'après. Et c'est vrai que chez Orange, en fait, on peut considérer que le hackathon, c'est un peu le tout début. Ensuite, il peut y avoir le programme Femmes Entrepreneuses, où il y a 100 femmes par an qui sont accompagnées par Orange et qui leur permettent justement d'avoir du mentoring organisé, avec Willa pour les Parisiennes, avec d'autres incubateurs dans d'autres régions. Là, au hackathon, on avait 2 femmes qui étaient du programme Femmes Entrepreneuses qui ont participé au hackathon aussi, pour continuer à travailler sur leur projet et passer d'une étape à l'autre. Et après le programme Femmes Entrepreneuses, on a aussi un programme qui s'appelle Orange Fab, qui permet alors à des entreprises là, qui auraient vraiment déjà créé leurs produits et qui soient plutôt en recherche de clients, et notamment des clients qui pourraient être Orange ou des business units ou des activités liées à Orange. Donc ça, c'est un programme plus pour trouver des clients à l'intérieur des grands groupes comme Orange. D'accord, merci Emmanuel. Et je crois qu'on y reviendra à la fin, mais il y a beaucoup d'étapes partout en France. Donc voilà, on vous renverra la liste on mettra dans le chat. Il y en a une dizaine de prévus là, donc encore 2 à Paris le prochain et le 18 avril. Donc c'est vraiment un appel pour tout le monde. Venez participer, que vous soyez homme ou femme. Nous vous attendons avec grand plaisir pour ces aventures. Et ensuite, il y en a dans l'Est, dans le Sud, voilà, un petit peu partout. Ok, merci beaucoup Emmanuel et Inès. Donc, vous n'êtes pas tout seul dans l'opération, puisque apparemment les directions régionales, ce qu'on appelle les directions régionales des collectivités locales d'Orange, à la direction Orange Île-de-France, nous accompagnent dans cette démarche. Et David, je crois que tu as participé au dernier hackathon. Oui, tout à fait. J'ai participé au dernier hackathon et mon rôle, ma mission, je l'ai accepté sans sourciller, était de faire, j'ai envie de dire, du racolage actif. C'était amener toutes les têtes pensantes qui étaient capables de participer de manière totalement intéressé, parce que j'allais dire que c'était totalement désintéressé, mais non, au contraire, c'était intéressé, parce qu'en fait, quel que soit le stade, le niveau de maturité du projet, il aura toujours un très bon accueil auprès des organisateurs des différents hackathons que nous organisons, parce que le projet soit simplement au stade du balbutiement, ou que la start-up soit en phase de création, ou au contraire qu'elle soit en phase de maturité et qu'il y a déjà eu quelques expériences positives ou négatives. Dans tous les cas, les participants vont se retrouver à bénéficier d'un enrichissement très fort sur le fait de croiser les différentes infos. Il y a une véritable dynamique de groupe qui se crée. Et j'en veux pour témoignage, je peux apporter le témoignage de 2 ou 3 personnes qui étaient présentes, notamment quelqu'un qui, c'est pas pour lui faire de la pub, donc je vais pas obligatoirement décrire son projet, mais c'est un projet lié au numérique, lié au monde de la médecine, et qui a du mal à percer, alors que c'est du bon sens qu'il puisse tout simplement exister. Et là, en l'occurrence, ça permet de travailler autour d'un hackathon simplement pour peut-être nous challenger sur un pitch, nous challenger sur une méthodologie, nous challenger sur un montage financier. Enfin, on est vraiment tout azimut, et ça permet à l'ensemble des participants évidemment d'en ressortir complètement enrichi et grandi, parce que très souvent,
on passe à côté des bonnes ou des mauvaises questions qu'on ne s'était peut-être pas posées. Et en l'occurrence, là, c'était peut-être le côté candide. Le candide et le fait qu'il n'y ait pas de bonnes ou de mauvaises questions fait qu'on s'enrichit obligatoirement. Donc, et je vois Emmanuel qui hoche la tête. Et donc, c'est vraiment notre agilité qui nous permet d'avancer de la sorte. Et c'est vraiment très, très enrichissant. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et bien évidemment, je suis le point d'entrée pour le Val-de-Marne, mais on est maillé de la même façon sur l'ensemble des territoires. Et que ce soit de l'entrepreneuriat féminin ou masculin, j'ai envie de dire peu importe, mais là en l'occurrence c'est le Women in Tech que l'on défend, mais on a toutes sortes d'actions RSE, j'ai envie de dire, qui sont de toute façon dans le même état d'esprit. Voilà, j'ai envie de dire que c'est un état d'esprit avant d'être spécifiquement une organisation dédiée à un sujet. C'est un état d'esprit, et ça il faut le garder en mémoire. Voilà, j'en ai terminé. Merci David. Et on accompagne beaucoup de... Enfin, on est au plus près des étudiants et des écoles et on accompagne aussi beaucoup de personnes dans l'inclusion numérique. Je voudrais parler un petit mot de l'Orange Digital Center, enfin, qui s'est ouvert dans toutes les régions et qui est un formidable outil de coworking et de partage aussi pour l'inclusion numérique. Hein. On l'a ouvert récemment. Je ne sais pas si tu amènes des clients à l'Orange Digital Center ou pas. Oui, justement, oui, j'ai un programme d'inclusion numérique que je pousse haut et fort sur l'ensemble des municipalités. J'ai envie de citer la ville de Villejuif, sur laquelle j'œuvre pas mal sur le principe d'organiser des ateliers seniors, des ateliers numériques dédiés aux seniors qui leur permettent justement de prendre en main leur smartphone, qu'on leur a mis dans les mains, mais ils ne savent pas obligatoirement s'en servir. On crée un groupe WhatsApp et on les pousse ou on les incite à reproduire le schéma. Donc ces animations sont réellement très très porteuses sur la population senior, mais aussi pour les plus jeunes, puisqu'en fait on s'adresse aux plus jeunes avec les magiciens du numérique et on leur fait ressortir tout simplement le fait d'être sensibilisés de manière ludique on présente ça sous la forme d'un jeu de plateau, donc qui fait participer 5 ou 6 enfants, et on leur fait participer simplement pour leur faire prendre conscience de l'ensemble des risques que représente le numérique, parce qu'il faut, enfin, le numérique est toujours véhicule de moteur et véhicule de beaucoup d'actions, mais par contre, il y a aussi des dangers sur lesquels il faut être particulièrement sensible. Et on fait de l'éveil et de la sensibilisation, notamment sur un sujet qui est très grave, c'est le cyberharcèlement. Voilà. Donc ça porte ses fruits. Et en fait, on porte le message non seulement auprès de l'enfant, parce qu'on lui remet un diplôme, c'est peut-être un peu symbolique, mais le diplôme, il est tout content de rentrer à la maison avec son diplôme. Et finalement, on engage le discours avec les parents. Donc en fait, il y a des choses qu'on ne mesure pas obligatoirement, mais qui découlent directement de nos actions. Et ça, c'est réellement très très fort. Et c'est une puissance que malheureusement on ne mesure pas. Mais à partir du moment où le discours et le dialogue est instauré, on fait beaucoup plus de choses. Donc oui, l'ODC, effectivement, je fais tout ce qu'il faut pour faire la promotion de l'ODC, l'Orange Digital Center sur le territoire. Et l'Orange Digital Center est bien évidemment représenté dans toutes les régions, y compris à l'international. Merci beaucoup David de cette implication au plus près de nos acteurs locaux et de nos élus et de nos citoyens. Magali, donc cette fois-ci c'est bien à toi de jouer. Est-ce que tu peux nous présenter ton projet? Comment tu as vécu cette première journée de hackathon et est-ce que ça t'a conforté dans ton projet? Enfin voilà, quelle a été ta perception? Et voilà, si tu peux, à toi de jouer Magali. Oui, donc mon projet c'était du favorisme énergétique en quelque sorte, donc développer des circuits courts de l'énergie et pour cela développer la mise en œuvre technique dans un logiciel, plateforme ou autre pour arriver à favoriser l'émergence de ces marchés de l'énergie. Et donc on a bien réfléchi pendant le hackathon sur justement quelle était la proposition de valeur, comment on allait gérer les membres, générer les factures, consulter des informations,
et participer à la communauté. Et donc, il y a eu des idées de noms. Et puis, donc, on a suivi le petit. Excuse-moi, Magali. Excuse-moi, il y a une personne qui fait un peu de bruit derrière elle. Est-ce qu'elle peut se mettre en micro coupé juste pour qu'on entende bien Magali? Non. C'est pas grave. Vas-y, Magali. Donc, la démarche à RSE, donc c'est de l'harmonisation énergétique, c'est ça C'est du marché local de l'énergie, en fait. C'est comme quand on a trop de tomates dans son jardin, on en donne à ses voisins, par exemple. Et il y en a qui mettent des panneaux sur leur toit. Ils ont trop d'électricité, ils voudraient le donner à leurs voisins. Et donc, c'est pour leur permettre d'avoir un outil qui permette de faire ça, parce que bon, il faut que ce soit un peu géré au niveau d'Enedis et tout ça. Donc, il y a un petit peu de. C'est une bonne idée avec le prix de l'énergie en plus aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc, et donc, du coup, dans cette démarche, bon, il y en a qui veulent la vendre à leurs voisins, il y en a qui veulent la donner. Il y a des municipalités aussi. Je vois qu'il y a un monsieur qui est responsable des collectivités. Il y a des collectivités qui sont très intéressées à consommer pour elles-mêmes et après, si elles ont des excédents, à pouvoir les redistribuer dans la commune. Alors, soit aux personnes en difficulté, soit au boulanger qui a du mal à payer sa facture. Donc, il y a un aspect environnemental parce que bon, c'est évidemment de l'énergie renouvelable, les photovoltaïques en général, qu'on met sur les toits et qu'on peut ainsi redistribuer. Et il peut y avoir un aspect social après dans la façon dont on organise le marché local de l'énergie, quoi. Et donc, la problématique, c'était en fait comment pourrions-nous répartir équitablement, localement, en toute indépendance, l'énergie renouvelable produite localement. C'était ça, à force de cogitation, on est arrivé à déterminer comme étant la problématique vraiment qu'on voulait résoudre, quoi. Et donc, on est amené à faire une petite maquette d'écran, enfin bon, à commencer une petite maquette d'écran avec 1 ou 2 écrans. Et voilà, après, on a manqué de temps, quoi. Ça, c'était un peu le problème, quoi. Mais, voilà. Mais le fait de préparer le speech, de réfléchir, d'avoir une démarche structurée, de monter sur scène, de le présenter, tout ça, ça a aidé à le structurer, quoi. Donc, ça a permis de booster ton projet, de donner des pistes d'action, de te conforter dans ton idée ou c'est quoi le bénéfice? Le bénéfice, c'est que le prix surtout, enfin bon, l'aspect structuration des idées pendant la journée, ça c'était déjà bien, de sorte que si on va le présenter ailleurs, les idées sont structurées. Et le prix à la fin de la journée, d'avoir gagné 6 mois de mentorat avec un entrepreneur, ça c'était un boost. Bon, alors, il est sur Paris, donc on s'est vu quand j'étais sur Paris. Ça a permis de poser des tas de questions, de fixer un peu les directions, tout ça. Donc oui, ça c'était bien. Puis bon, on a prévu de se revoir, il y aura un suivi, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un encouragement, qu'on se sent moins seul, quoi. Le fait d'avoir, même si bon, le mentor, il fait pas le projet, hein, mais le fait de pouvoir en parler de façon régulière, de savoir que bon, si j'ai un problème, vraiment, je suis coincé, je peux appeler quelqu'un. Non, ça c'est très bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment un boost pour le projet, quoi. Merci beaucoup de ce retour, Magali. Donc, je me tourne à présent. On a perdu, je crois, l'international. On va les rattraper. Mais Farah, est-ce que tu veux toi aussi témoigner de ton expérience, cette première journée de hackathon, et ce que tu en as pensé pour présenter ton projet pour Oui, en fait, cette journée, avec mon équipe ENT, que c'était composé de, si je me rappelle bien, de Ilija, je ne même pas de tous les prénoms, comme ça date un peu. Ouais, compter à 5. C'est pas grave. Ouais. On était à 5. Que je gérais l'équipe avec une autre amie. On était 2 filles dans l'équipe et on a créé Andy Job, les Andy au boulot. En fait, c'est une application pour aider les handicapés à trouver un travail ou une formation à côté de chez eux grâce à une map. Aussi, avoir des vidéos de formation, aussi des propositions d'ateliers adaptés à leurs problèmes, comme l'intellexique, la surdité, etc. Et parce que je sais que, comme moi-même handicapée, je sais très bien que des fois c'est compliqué pour eux de trouver un travail, parce que des fois ils sont mal vus, en disant que ouais, ils ne voient pas, ils travaillent mal. Alors il y a de la discrimination à l'embauche, c'est ce que tu veux dire en fait. Voilà, il y a ça. Parce que je sais que
appliquer avec des sourds pendant très longtemps. Il y en a certains, même s'ils n'entendent pas, ils ont d'excellentes compétences. Mais ils les travaillent, les voient d'un autre œil, en mode que quand ils n'entendent pas, ils sont sûrement mauvais. C'est pour montrer que même les handicapés peuvent avoir des bonnes compétences, ils pourraient trouver un bon travail comme un entendant. Et trouver l'égalité aussi. Voilà. Oui, puis il y a certains métiers aujourd'hui du digital où on peut avoir des handicaps, c'est pas gênant, enfin, tu vois. Ouais, je sais. C'est pour ça que je suis partie dans l'informatique. C'est voilà, tu vois. Voilà. Et donc du coup, c'est un beau projet. Du coup, ça t'a conforté dans cette idée D'aider dans ton les projet. handicapés. Ouais. Et est-ce que tu as, Farah, présenté ton idée à des entreprises parce qu'elles ont une obligation légale d'avoir plus de quotas d'handicapés? Est-ce qu'elles sont intéressées par ton application? Je n'ai pas encore fait ça encore. D'accord. C'est la prochaine étape, quoi. Oui. Voilà. Et du coup, pour l'instant, tu développes ton application, tu testes. Actuellement, je cherche à quoi ressemble l'application, à mon interface. Je réfléchis encore sur ça. Après, il faudra trouver une entreprise pour la développer. Hein. Et ta classe, tes enseignants, ils sont au courant de ton projet, ils te soutiennent ou... Oui, ils me soutiennent beaucoup. C'est plus mes parents qui me soutiennent. Plus mon père qui est de l'informatique, il travaille chez Atos que... D'accord. Donc peut-être qu'Atos va déployer ton application. Peut-être, je verrai. Je sais pas. Écoute, merci beaucoup Farah de ce témoignage. Voilà. Et après, effectivement, est-ce que tu travailles aussi avec les associations pour handicapés tu vois, en partenariat, tu vois, je pense que ça peut les intéresser aussi. Enfin, tu vois, une piste à creuser. Une école où j'étais, où il y a beaucoup de sourds. Peut-être que quand on fera des tests, on fera là-bas. Comme il y a beaucoup de sourds qui cherchent du travail, je verrai. Ouais. Et peut-être apprendre le langage des signes à tout le monde dès l'école, dès l'enfance. Enfin, tu vois, ça peut être aussi un programme éducatif. Voilà. Merci beaucoup Farah de ce témoignage. Alors, je vais passer la parole à Emmanuel qui va faire le témoignage en anglais de Julia et de traduction en simultané comme à Roland Garros. Donc, Emmanuel, je te laisse le screen pour Julia et le dernier projet. Ça va peut-être même être Inès, parce qu'Inès, elle est en France depuis peu, donc elle est beaucoup plus la meilleure anglophone que moi. Si tu veux faire l'interview de Julia et Andrei, et puis tu traduis en même temps. So, Andrei, is Julia with us or not? She has to leave, so I will respond. Okay, no problem. So, would you like to present your project? What did you do during the hackathon? Donc là, je leur demande leur projet. Yeah, sure. Can I share my screen? Yeah, you can share your screen, of course. Okay. So for the hackathon, we participated with our project called Alerta Melee. Alerta Melee is a security solution, an intrusion detection system that uses data mining and machine learning to detect threats. So wait, I just have to. Okay. I have to do the. Donc le Progeta, donc c'est Alerta AML, d'accord, qui a été construit par donc du coup Julia qui n'est pas là et Andrei. Donc en fait c'est un système de détection pour, enfin c'est un système de cybersécurité. Et je pense qu'ils ont utilisé du data mining et du machine learning. Et après, ils vont présenter les spécificités d'Alerta AML qui sont très intéressantes parce qu'ils vont essayer de donner une dimension féminine à certaines attaques de cybersécurité qui sont plus visées sur des femmes que sur des hommes. And Andrei, you can continue. Okay, so in short, an IDS is an application useful for safeguarding sensitive data, minimizing application downtime. It's a cost-effective solution when it comes to the threats that it protects against, and it's good for prevention in cases of cybersecurity attacks. Donc là, ce qu'ils utilisent, c'est une IDS, donc c'est une application qui va pouvoir conserver le data personnel
Donc, on lui explique que ça minimise. Déjà, c'est une solution peu coûteuse et c'est assez c'est assez. Oh là là, maintenant qu'on parle, efficace. Maintenant qu'on parle anglais, je sais plus parler français. C'est assez efficace. Efficient. C'est très efficace en matière de cybersécurité pour protéger ses données, notamment. Donc, voilà. Andre, you can continue. Okay. So these are the 5 characteristics of our application. So it's, as I said before, it's based on machine learning. It provides real-time alerts. It's compatible with other cybersecurity tools, like, for example, firewall and antiviruses. It's modular, so it can be easily extended, and it's adaptive when it discovers new threats. Donc là, pour faire court, AlertAML, c'est l'application qui va utiliser le machine learning. Ça fait des notifications en live. C'est compatible avec plusieurs systèmes de cybersécurité. C'est modulable et très adaptable. Donc là, c'est la solution qu'ils proposent. So as a product, we took a look at the market. And we saw that the cybersecurity market in the left graphic has been on a constant growth ever since 2016. And it's expected to reach $262 billion market value by around 2030. And the IDS, so specific for our application, is also on a continuous growth. The estimations say, like the lowest estimations say that it will reach, the market will reach around $68 billion by the time of 2032. So it's a viable product. Ouais, c'est pour te montrer que la viabilité du projet, donc une analyse de marché qui montre l'importance de la cybersécurité, la montée tout simplement du secteur et notamment des applications IDS qui sont de plus en plus utilisées, qui vont être de plus en plus utilisées, estimées à une analyse de marché de plus de 60 billions en 2032. I can't see the last number for IDS market predicted growth. 68. But what's the date? 2032. Ouais, voilà, 2032. Yeah. Thank you, Amde. And then you can continue. Okay. So some of the available solutions, there are on the market already open source solutions as well as enterprise solutions. So that would be basically our concurrence. And also we saw that there is a very growing trend on IDSs on the cloud computing market. Yeah, that's it. Ok. Alors là, c'est les différentes compétitions auxquelles ils pourraient être confrontés. Donc, soit des systèmes de cybersécurité d'entreprise, soit des open source que les gens peuvent utiliser depuis chez eux. Et voilà, là, c'est une analyse pour savoir si la viabilité du projet, encore une fois. Okay, so for our business model, we were thinking of a freemium strategy where we offer a 1-month limited duration trial of our application with all the features that there are. Excuse-moi, Inès. Oui. Sorry. Juste un petit message, il faudrait un petit peu accélérer parce qu'on a Joanne qui vient d'arriver, qui voudrait témoigner juste après. Donc, Okay. en fait, dans l'essentiel, c'est quoi l'enjeu RSE? Enfin, moi, je comprends que c'est de la cyberdéfense, mais c'est quoi l'enjeu RSE autour de ça? Andre, if you could explain, like, without the presentation, what's the CSR like dimension of your project, and just to kind of explain the essence of it in 1 or 2 minutes. 1 minute more. Can you repeat the question, please? Because we didn't quite get it. What's CSR? CSR is corporate social responsibility for an enterprise. So you were talking about the dimension on women during the hackathon, Julia. If you could explain
that part? Yes, of course. So basically, we were researching the statistics about how women are affected by data leakage and different attacks. So basically, according to our research, women are more vulnerable, and they have the impact on their lives are also larger. But also in general, nowadays, since all our data and our lives are basically exposed to all kinds of services, providers, companies, so it is essential and important to take back those rights and those the data which actually belongs to us, also to women. So within cybersecurity, any company or any modern business cannot just exist without taking good care and without being responsible about cybersecurity. And this is why I think because many companies sometimes they just concentrate on the profits, and they think, okay, if something happens to the data, maybe we'll pay the fine, maybe not. It depends. So for them, data sometimes it's not as important, and I think it is also important to bring initiatives from different kind of perspectives, also from a perspective of the women, and raise awareness in general for data protection and for protecting against different kind of attacks. Ok. Alors, je vais traduire ce que je lui ai dit, mais en fait, on va dire que la dimension de RSE, mais surtout l'important du projet, c'est qu'en fait, dans l'étude que Julia et André ont fait, ils ont vu que les femmes sont beaucoup plus susceptibles et touchées par les attaques de cybersécurité, dans le sens où elles sont plus exposées, notamment en termes de données, que les hommes. Et en fait, dans leur solution et dans leur application, ils voudraient essayer de viser, notamment sensibiliser aussi, parce que c'est probablement quelque chose qu'ils vont vendre à des entreprises, sensibiliser au fait qu'il faut la protection de données, la valeur de la protection de données, ne pas oublier que c'est la chose la plus importante, enfin, c'est super important. Maintenant, c'est vrai que si on a accès à notre téléphone, on a un peu accès à notre vie, à notre jardin secret, on va dire. Et en fait, donc, il y a une dimension surtout aussi pour essayer d'étudier les cas spécifiques d'attaques sur les femmes pour essayer du coup de coder quelque chose qui protégerait davantage les femmes sur ce genre d'attaque. Voilà. Thank you very much, Julia and André. Merci beaucoup. Thank you very much. Very interesting. Joanne, tu nous entends? Oui. Oui, je vous entends. Est-ce que nous, on ne te voit pas? Tu peux ouvrir la caméra ou c'est pas possible? Vous m'entendez ou pas? Je sais pas. Attendez, juste un instant. On t'entend, oui. On t'entend. Ok. Alors, pourquoi je ne vois pas? Comment ça se fait? Bon, c'est pas grave, on t'entend bien. Vous entendez bien les autres aussi? Ah, c'est dommage. Je sais pas. En fait, on m'a fermé ma caméra et du coup, je sais pas trop comment je réouvre. Je pense qu'il faut que. Bon, c'est pas grave. Ok. On va y aller. Normalement, tu as un bouton caméra en bas, mais c'est pas grave. Bah donc, oui, Joanne, je clique dessus, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, Joanne. Merci de nous rejoindre. Okay. Est-ce que tu as un témoignage à nous partager, Joanne? Tu as participé au hackathon comme tous les autres intervenants. Et du coup, c'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu as ressenti de ce hackathon? Et je crois que tu connais David qui est sur le pont. Et voilà. Oui. Voilà. Si tu veux nous en dire un peu plus. Ok. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis du coup Joanne Randriana Rivello. Je suis la fondatrice de Hello Récit. Et du coup, en fait, moi, mon projet, il est un peu particulier parce que j'ai comme objectif d'aider le maximum de personnes à pouvoir raconter leur histoire en quelques heures. C'est le pari de mon projet. En fait, l'idée, c'est que on a tous un peu en nous, en tout cas dans ma famille, une peur de ne pas pouvoir transmettre, d'oublier nos souvenirs de vie les plus importants. Et on a peur un peu que notre trace, notre vécu, nos souvenirs tombent dans l'oubli. Et pour moi, c'est une symbolique très forte de pouvoir proposer aux personnes de pouvoir vraiment graver dans le marbre, coucher sur papier leur histoire de vie au sein du coup d'un livre. Donc comment ça marche? C'est assez simple. Il s'agit en fait tout simplement d'une discussion où en fait l'application
Et le récit va permettre de pouvoir suivre en fait des grandes questions ouvertes qui sont en fait des titres de chapitres. Et les personnes du coup vont répondre à ces questions. Donc il y aura aussi des sous-questions qui permettent vraiment de pouvoir un peu plus contextualiser les anecdotes, vraiment imaginer de manière plus précise. Par exemple, prenons un exemple concret. Comment étaient vos parents lorsque vous étiez enfant? Question très ouverte. Et ensuite, des sous-questions qui permettent, par exemple, de présenter un peu quelle était votre relation avec eux, qui ils étaient concrètement, voilà, pourquoi est-ce qu'ils vous ont appelé comme ça. Voilà, le but, c'est vraiment de recontextualiser pour qu'il y ait une discussion qui se fasse entre deux personnes, entre une maman et son enfant, entre une grand-mère et son petit-fils, entre amis aussi, notamment avant, par exemple, un mariage, lors d'un enterrement de vie de jeune fille. Le but, c'est vraiment qu'il y ait une discussion qui soit enregistrée. Et l'application, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enregistre tout ça, elle transcrit le tout à l'écrit et elle permet très très rapidement, du coup, de pouvoir avoir une mise en page automatique du livre. Donc c'est ça que je Du propose. coup, Le but, c'est Johan, qu'on pour soit bien. vraiment dans une démarche. Ouais, Ouais, voilà. ouais. Et pour Du coup, expliquer un petit peu ma Johan, démarche. ouais, excuse-moi. Du coup, c'est un peu du patrimoine ou partager, enfin, son historique, son affectif, ses émotions. Enfin, je me trompe ou Johan? Je sais pas, ma question lui t'a pas plu, Johan? Je pense qu'on a perdu Johan. Je pense qu'elle va revenir. Elle a été déconnectée à cause d'une perte de connexion Internet. Moi, j'ai le message Ah affiché en mince, haut de l'écran. mince. Écoutez, je vous ai mis le site et le récit qu'elle m'a partagé, Joanne, avant notre rencontre, donc c'est pas mal fait. Et c'est vraiment ça, Emmanuel, tu as vécu le projet, tu peux témoigner aussi sur la dynamique des gens de partage potager. Oui, alors effectivement, Joanne, elle fait partie aussi du programme Femmes Entrepreneuses, donc elle est accompagnée chez Orange et puis elle vient du 94, donc David était aussi super fier d'avoir une femme dans le programme Femmes Entrepreneuses qui soit au hackathon et puis qui soit prise du 94, puisqu'il y a un nombre de places quand même assez réduit. Et c'est vrai que c'est un très joli projet. Quand on peut la suivre facilement sur LinkedIn, Joanne, et j'ai vu qu'elle avait remis il y a quelque temps un livre, alors pour une personne, Denise, qui avait plus de 100 ans, 102 ans, je crois. Et donc, c'est vraiment des belles histoires parce qu'effectivement, enfin, si vous avez des parents, des grands-parents d'un certain âge, des aînés, il y a enfin, cette idée qu'elle nous exprimait de perte d'histoire, un peu de l'histoire de sa famille, mais ça peut aller au-delà, hein, d'histoires de personnes qui ont vécu des choses. Enfin, on voit bien que dans notre société aujourd'hui, c'est quand même la mémoire de ce qui s'est passé et des années peut-être les plus sombres de ce siècle. Il faut vraiment l'avoir en esprit pour chacun, pour pas retomber dans des travers faciles, voilà, rapides. Donc pour moi, c'est vraiment un projet très très beau et très important. Et David, tu veux dire quelques mots? Apparemment, elle a plus de son du tout, Joanne, de ce projet, de ce beau projet. Oui, je ne vais pas en parler évidemment mieux qu'elle-même, mais en l'occurrence, le sujet est vaste, riche et pratiquement infini. Et je rebondis sur ce que vient de dire Emmanuel. Je suis très fier, effectivement, très heureux que le Val-de-Marne puisse être largement représenté, puisque je crois qu'il y a quatre personnes de la gente féminine qui sont aujourd'hui accompagnées par le programme Femmes Entrepreneuses qui est organisé
bizarrement sur une durée de 9 mois, je ne sais pas pourquoi, mais qui est organisée simplement sur... C'est une saison en fait, hein, et aujourd'hui on est en train de fêter la saison 5, donc c'est le 5e millésime de 9 mois, l'opération. c'est la grossesse, c'est la durée de grossesse en fait. Ben oui, peut-être, bizarrement. Mais c'est la possibilité peut-être aussi de matcher par rapport à une saison qui est à peu près basée sur la saison scolaire, qui permet de voir les projets arriver à maturité et de les voir après, puisqu'en fait, on ne lâche pas les femmes entrepreneuses dans la nature. On a un club d'anciennes participantes qui sont invitées très régulièrement dans les différentes animations qui peuvent être justement organisées sur les territoires. Et ça, c'est important aussi que le territoire vive de son expérience, vive de ses projets et vive de l'enrichissement que l'on peut avoir sur tous les secteurs confondus. Et je le vois parce que j'anime des clubs, je participe souvent au club d'entreprise, je suis membre actif dans pas mal de situations, membre actif de la chambre de commerce aussi, voilà, et on voit donc que le territoire a véritablement de l'importance sur le fait d'assurer sa promotion, et surtout quand on tombe sur des vraies pépites comme celle que représente Joanne. Voilà, Justement, bravo Joanne. Elle est revenue avec le son et l'image apparemment, ouais. Donc, voilà, donc on te voit bien là. Du coup, on a fait le récit de tes exploits futurs. T'as pas besoin de revenir dessus. Donc, on a fait le détail entre Emmanuel et David. En gros, juste pour finir, parce qu'on a un peu pris par le temps, il est 52. Qu'est-ce que tu dirais au public ou de l'expérience hackathon? Est-ce que ça t'a conforté dans ton projet? Enfin voilà, un peu en mot de la fin assez rapide, de 2 minutes. En tout cas, oui, ça m'a permis un peu de confronter à l'idée à des personnes que je ne connais pas. Et c'est toujours bien, en fait, d'avoir un œil neuf sur ces idées. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé en vrai, hein. Ça m'a vraiment permis de pouvoir réfléchir différemment. J'ai eu aussi des personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec la manière dont j'organisais le concept. Donc, c'est intéressant d'avoir des points de vue différents. Donc, vraiment, c'était enrichissant. Il y a une question de Magali. Combien ton modèle économique, est-ce que c'est si on va sur Hello Récit, est-ce que c'est gratuit ou est-ce qu'il y a un abonnement Alors, moi, ce que je propose, c'est vraiment une expérience globale, où l'objectif, c'est que la personne, quand elle accède à l'application, elle ait accès du coup à un vrai contenu travaillé pour pouvoir du coup avoir un livre unique avec des questions qui ont été faites avec un biographe, etc. Donc, en gros, pour accéder à la plateforme et avoir accès à l'impression d'un exemplaire d'un livre, c'est 119 €. Et voilà, et pour combien cela coûte de faire ce livre? Voilà, c'est ça la réponse. Et Joanne, moi je suis un peu... Ouais. Pardon, je suis un peu passionné aussi des vieilles cartes postales, des vieilles photos de famille et tout. Est-ce qu'on peut les mettre et raconter des histoires sur cette base? L'idée, c'est que, ouais, vraiment, alors, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que quand on fait son livre, le principal, c'est que, alors, pour répondre aussi à la question en ligne, est-ce qu'il y a un humain ou une IA? Il y aura les deux, en fait, pour être honnête. L'idée, c'est que ce soit une discussion entre un proche et le narrateur, avec une discussion qui soit enregistrée, que ensuite, par la suite, on peut rajouter des photos. Donc, on peut rajouter des éléments autres, comme des cartes postales, des éléments illustrés, on va dire. Et en troisième temps, on peut même ajouter des lieux. Et là, je suis en train de travailler sur la possibilité de faire même une relecture de la discussion par une intelligence artificielle. Donc, c'est en cours. C'est en cours de dev. Du coup, Joanne, je peux partir, je peux faire une série d'articles avec ton site, par exemple, et à la fin imprimer toutes mes nouvelles Ouais, carrément, bien sûr. Ouais, c'est totalement possible de pas forcément avoir une discussion, mais de simplement utiliser l'outil comme un outil de traitement de texte avec, intégrer les nouvelles, ajouter du coup les images par la suite. Et oui, bien sûr, c'est possible aussi. Très utile. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Joanne.
Merci à Du vous. coup, Farah, si tu avais un message pour tous les étudiants de la Terre et les collégiens autour de la démarche hackathon. Bah, faut essayer, hein. C'est vraiment une expérience exceptionnelle de faire ça. Travailler avec des gens qu'on connaît pas, des fois, c'est ça. On fait des bonnes découvertes, même de nouvelles amitiés des fois. À essayer. Voilà, d'accord. C'est génial. Merci Farah. Magali? Ah, l'expérience hackathon. Ah oui, 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 il faut se lancer. On découvre, c'est vrai, des personnes très bien. Enfin, moi, j'ai eu une équipe vraiment très bien. Et ça peut aussi, enfin, le fait de présenter aussi, c'est valorisant quand même de présenter son projet aussi. Donc, aussi bien pour les relations humaines que pour l'apport personnel de la démarche. Et puis bon, les prix aussi. Enfin, faut quand même, le fait qu'il y ait un prix, enfin pas forcément en argent, je trouve finalement je sais pas qui a décidé de donner tel prix à telle personne, mais je trouve que mon prix était très adapté et c'est vraiment un plus pour le projet. Merci beaucoup Magali. C'est encourageant pour toute l'équipe projet, tous vos témoignages. Ça nous booste pour la journée. David, on te reverra sur de prochaines étapes. Tu es toujours convaincu? Et Oui, surtout si elles sont dans le Val-de-Marne, ce qui n'est pas obligatoirement toujours le cas, mais je suis ouvert évidemment sur le principe du voyage, du partage. Mais comme on est maillé en fait sur l'ensemble du territoire, ça paraît logique que je puisse céder ma place, même si elle est très active, à mes petits camarades locaux. Mais je sers évidemment de relais si vous avez besoin de relais actifs sur le principe de nouer les contacts si par hasard vous ne les avez pas. Merci beaucoup David. Emmanuel, Inès, on va conclure ce webinaire tous ensemble. Voilà, qui fut riche d'expérience. Donc on en a un demain, si vous voulez, juste je fais un peu ma pub. Demain de 13h à 14h, on en a un sur l'éco-conception et l'éco-design, mais je vous le remettrai quand je vous renverrai le replay sur YouTube et les éléments et les dates d'inscription des hackathons. Vous aurez tous les éléments cet après-midi. Ok, Emmanuel, Inès, à vous les 3 minutes de fin. Nous, on vous remercie d'être tous venus et on va aussi faire notre promo personnelle des prochains hackathons. On va vous donner les prochaines dates. On a donc du coup le 18 avril, ça va être sur Saint-Denis Stadium. Donc ensuite, on a le 4 mai à Toulon, le 9 mai à Bridge, ici les Moulineaux, le 24, alors le 11, alors là on part sur l'Est. 11 mai, c'est Strasbourg. Le 16 mai, c'est Nancy. Le 18 mai, Reims. Le 24 mai, à Caen. Le 1er juin, à Bordeaux. Le 7 juin, à Montpellier. Et le 9 juin, à Toulouse. Donc, tenez-vous bien. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Et puis, on vous dit à bientôt. Et moi, je laisse Emmanuel faire le clap de fin. Oui, donc effectivement, le but, c'est vraiment de participer. Il y avait certaines personnes d'Orange qui me disaient, mais c'est quoi la promesse? En fait, je dis non, il n'y a pas de promesse. Pour moi, ça permet de découvrir des nouvelles méthodes de travail. Enfin, nouvelles, c'est celle des startups. Ça permet de découvrir des personnes, de faire des rencontres. Ça permet d'être là, de faire avancer son projet. Donc, il n'y a pas de promesse sur qu'est-ce qui peut en sortir. Je pense il faut vraiment se concentrer sur son projet, ce qu'on veut faire, être là, être présent. C'est super important, faire changer les choses. Ça passe par là, quoi, pour se poser les questions, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on va faire? À qui ça va servir? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc, c'est un espèce de moment de concentration intense, mais qui vaut le coup pour faire avancer les sujets. Et je crois, Emmanuel, que hier, tu étais à l'Orange Business Store de Lyon aussi. Et il y a un angle RSE, il y a une appétence sur la RSE de nos clients autour du sujet et même RSE. sur des hackathons. Donc, on a vu des clients et notamment des responsables RSE d'autres entreprises qui nous ont demandé qu'on puisse organiser des hackathons. Alors là, c'était bien puisque c'était dans la partie sud-est où on n'avait pas forcément prévu encore. Donc peut-être qu'avant la fin de l'année, on aura un hackathon à Lyon, un autre à Annecy. Voilà, je croise les doigts pour que ça se fasse. Merci à toutes et à tous. On vous laisse au cercle Interrel, Inès et Emmanuel. Bonne journée. Et puis
toutes les lauréates de ces hackathons et présentes et futures. Merci de vos témoignages et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, à très bientôt.